Nous allons voir au travers d'un exemple comment réaliser un test de comparaison de moyenne quand on ne connaît pas les variances des populations. Ce test, on l'appelle test T de Student. Donc sur cet exemple, on considère une entreprise agroalimentaire qui produit des religieuses au chocolat vendues en boulangerie. Elle vient d'élaborer un nouveau process dans le but d'augmenter l'appréciation de son produit par les consommateurs. Afin de le vérifier, elle a réalisé une analyse sensorielle auprès de 36 consommateurs. 18 ont goûté les religieuses réalisées avec l'ancien process, 18 ont goûté les religieuses réalisées avec le nouveau process. Ils ont répondu à des questions qui ont conduit pour chacun à une note synthétique sur 10. Pour celles réalisées avec l'ancien process, la moyenne des notes est de 6,7 avec un écart-type de 1,15. Pour celles réalisées avec le nouveau process, la moyenne des notes est de 7,55 avec un écart-type de 1,16. Au vu de cet échantillon et au risque de 5%, peut-on affirmer que le nouveau process a permis d'augmenter la note de synthèse moyenne des consommateurs? Avec l'ancien process, on avait une note moyenne de 6,7, avec le nouveau, une note moyenne de 7,55. 7,55 est plus grand que 6,7. On peut légitimement se poser la question de savoir si on a eu une augmentation de la note moyenne des consommateurs. Pour faire ce test, comme on ne connaît pas les écarts types des notes des populations, il faut au départ, avant de réaliser ce test, faire un test de Fisher-Snellecor pour vérifier qu'il n'existe pas de différence significative de variance des notes entre les deux populations. Si on regarde ici les écarts types que l'on a, 1,15, 1,16, on voit que ces écarts types sont très proches, donc on ne va pas remettre en cause l'égalité des variances des notes sur les deux populations. En toute rigueur, on devrait quand même, au préalable, le vérifier. Donc on va supposer ici que c'est vérifié et on va comparer les moyennes. Pour ça, on va utiliser un test. Ce test, c'est un test T de Student, comparaison de moyenne lorsque les variances des populations sont égales. On a supposé. C'est un test d'hypothèse. On va donc formuler nos hypothèses H0 et H1. L'hypothèse H0, c'est tout le temps une hypothèse d'égalité. Ici, notre hypothèse H0, ça sera que le nouveau process n'a pas permis d'augmenter la note de synthèse moyenne des consommateurs, c'est-à-dire qu'avec le nouveau process, la note moyenne des consommateurs est la même qu'avec l'ancien process. L'hypothèse H0 provient de la question que l'on se pose. C'est l'hypothèse selon laquelle le nouveau process a permis d'augmenter la note de synthèse moyenne des consommateurs. On va maintenant définir notre variable aléatoire de décision. Attention, cette variable aléatoire de décision a besoin au départ de 4 variables aléatoires préalables. X bar 1 et S1 vont associer à tout échantillon aléatoire de 18 religieuses produits avec l'ancien process la moyenne et l'écart type des notes de synthèse. X bar 2 et S2 vont associer à tout échantillon aléatoire de 18 religieuses produites avec le nouveau process la moyenne et l'écart type des notes de synthèse. À partir de là, on va pouvoir, sous l'hypothèse H0, définir notre variable aléatoire de décision. Notre variable aléatoire de décision, c'est T égale X bar 2 moins X bar 1, différence des deux moyennes, divisé par racine carrée de 18S1 carré plus 18S2 carré sur 34, facteur de 1 sur 18 plus 1 sur 18. Donc ici, 18 et 18, ce sont les tailles de nos deux échantillons. Pour le premier échantillon, pour le second, qu'on retrouve ici, et 34, ici, c'est 18 plus 18, 36 moins 2. C'est notre nombre de degrés de liberté. Donc on perd 1 degré de liberté par échantillon. Donc
18 plus 18, 36, moins 1, moins 2, 4 degrés de liberté. Pour obtenir la valeur de cette variable aléatoire d'échantillonnage sur nos échantillons, on va remplacer x bar 1 et x bar 2 par leur valeur, S1 et S2 par leur valeur. On obtient une valeur calculée, Tcalc, égale à 7,55 moins 6,7, divisé par racine carrée de 18 fois 1,15 au carré, plus 18 fois 1,16 au carré sur 4, facteur de 1 sur 18 plus 1 sur 18, ce qui nous donne 2,4. Il va falloir que l'on compare cette valeur calculée 2,15 avec une valeur critique, puisque l'on a ici un test unilatéral droit. On va déterminer donc cette valeur critique avec un risque de 5%. Notre valeur critique, c'est la valeur que l'on note T34, nombre de degrés de liberté, 0,95, comme on a un test unilatéral droit. Notre risque est uniquement du côté droit. On retrouve les 5% de risque à droite et donc avant nos 95% pour l'acceptation de H0. On trouve une valeur critique égale à 1,69. On trouve à la calculatrice avec une TI avec la fonction ft. On rentre les paramètres 0,95 et 34 à l'envers par rapport à la notation ici. Et avec une Casio, vous avez la fonction inv-tcd. Attention, il faut rentrer ici la probabilité après notre valeur critique, donc 0,05, et notre nombre de degrés de liberté, 34. Ça nous permet de construire le schéma et la règle de décision. Donc ici, on a la densité de la loi de Student. Notre valeur critique ici, 1,69. Avant, on accepte H0 avec le risque de 5%. Et après, on rejette l'hypothèse H0. Sur nos deux échantillons, notre valeur calculée était de 2,15, c'est-à-dire supérieure à 1,69. Donc, on rejette l'hypothèse H0. Regarde ici, 2,15 est bien dans la zone de rejet. Puisqu'on rejette l'hypothèse H0, ça veut dire que, au vu de nos échantillons et au risque de 5%, on peut affirmer que le nouveau process a permis d'augmenter la note de synthèse moyenne des consommateurs.